Hello my friends, est-il possible de survivre à la compétition extrême et à l'ascèse que ça nécessite sur plusieurs dizaines d'années? Dans cet épisode, je reçois une musicienne de renommée internationale, la pianiste soliste Célimène Daudet. Célimène a joué dans les plus grandes salles, Carnegie Hall de New York, Concert House de Vienne, Philharmonie de Paris, Opéra de Shanghai, etc. On ne compte plus les prix et distinctions qu'elle a reçus, du prix international Pro Musicis à la médaille du Sénat. Et pourtant, elle conserve une simplicité, une authenticité, une gentillesse qui ferait presque oublier l'ascèse hors norme que demande une telle carrière sur l'un des instruments les plus exigeants. Dans cet épisode, préparez-vous à découvrir les secrets de Célimène pour muscler son caractère et sa volonté, l'importance de l'esthétique dans la psychologie humaine, le pouvoir étonnant de la visualisation, comment vaincre son trac devant des milliers de personnes, mais aussi plein d'autres choses pour mener sa vie sabre au clair. Salut Célimène, ça me fait super plaisir d'être avec toi ce matin. Voilà, je voulais te le dire. Ça me fait plaisir aussi. Alors j'ai 50 000 questions à te poser parce que une pianiste soliste internationale, moi tel que je le vois, mais peut-être tu vas me détromper un petit peu ou au contraire tu vas renforcer le truc, mais je t'imagine dans un milieu où la compétition est extrêmement élevée, elle est permanente et dans lequel il faut avoir une ascèse de malade. Comme moi je suis exactement à l'opposé, tu vois, de cette définition, eh ben j'ai vraiment envie de comprendre exactement comment tu fais, comment tu résistes, si t'as des techniques, etc. Et la première question, je pense que beaucoup de gens se posent quand on parle de pianiste. On a tous en tête l'image justement de Mozart qui commence très jeune. Alors j'ai regardé un petit peu également tes collègues ou concurrents, je sais pas comment il faut les appeler. Collègues. Alors c'est des noms qui parlent pas forcément au grand public, mais qui dans le monde des amateurs de musique classique forcément résonnent beaucoup. Rudulupu ou Rudulupu, je sais pas comment il faut dire. Lang Lang. Rudulupu, pardon, je vais peut-être mal noter. Alors le premier a commencé à 6 ans, le second à 3 ans. On a donc en tête Mozart qui a commencé, je sais plus, peut-être à 5 ans ou un truc comme ça. Est-ce que le piano, c'est du domaine de l'inné et genre tu nais avec et t'es déjà un incroyable pianiste en devenir, ou est-ce que c'est que de l'acquis, que du travail, que de la sueur? C'est une grande question. Enfin, c'est une question qu'on se pose beaucoup, de savoir ce qui est du domaine du talent comme ça, naturel, ou bien du travail. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est quand même 99% de travail pour tous. Peut-être qu'il y a une certaine part de... je sais pas, on va dire, je sais pas si c'est un talent inné ou quelque chose, en tout cas une appétence, une sorte de facilité pour cet instrument et surtout un goût pour l'instrument. Le fait d'être attiré très jeune par cet instrument et de vouloir y passer du temps, coûte que coûte, de trouver quelque sorte son moyen d'expression à travers le piano, à travers la musique. Mais bon, c'est clairement pour moi 99% de travail pendant des années et pour toute la vie. Oui, il faut jamais s'arrêter. On n'a pas atteint un niveau et puis après c'est gagné. Non, justement, en fait, c'est ça qui est assez fascinant et en même temps un peu vertigineux. C'est l'idée de se dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'objectif final, il n'y a pas de moment où on peut se dire ça y est, c'est bon, je suis arrivé quelque part et j'y suis bien et j'y reste. En fait, moi j'ai la sensation que plus je travaille, plus j'avance, plus je progresse, plus le but s'éloigne en quelque sorte et moins j'accède à. C'est comme l'horizon. C'est comme l'horizon, et il y a une forme d'idéal comme ça à atteindre dans le travail et dans la manière dont on construit une interprétation, dans la manière dont on se construit soi-même et dont on gère la scène, etc. C'est une progression permanente faite de hauts et de bas, de difficultés, de remise en question. Mais voilà, moi je sens que je suis en progrès voilà, depuis toujours. Je pense qu'il n'y aura aucun moment où je me dirais, ça y est, j'ai obtenu ce que je voulais, puisque finalement ça recule sans arrêt, l'objectif devient de plus en plus idéalisé en quelque sorte. D'accord, ouais. Et alors, tes parents, toi, avaient un piano à la maison et l'instrument, genre, t'avais 3 ans et t'étais incroyablement attiré par le piano, tu voulais absolument faire du piano. Alors, c'est pas tout à fait ça, moi. Ouais. Ou est-ce que ça s'est passé Ouais, alors, ça m'intéresse, est-ce que ça s'est passé différemment? Et puis surtout, tu vois, il y a un truc qui est quand même
pas incroyablement intuitif, parce que autant on comprend bien que pour être bon dans quelque chose, il faut aimer ce domaine d'expertise. Mais aimer au point d'y consacrer des efforts qui sont de l'ordre du sacrifice finalement, sans que l'objet de cet amour faiblisse, tu vois, ça c'est beaucoup moins intuitif. Donc comment toi ça s'est passé, comment t'es tombé sur le piano, et globalement peut-être de manière plus générale, comment tu vois justement cette relation entre le goût pour le truc sans se lasser dans la durée malgré les sacrifices que ça exige? Ouais, alors moi j'ai commencé pas du tout comme plein d'autres, hein. C'est-à-dire que j'ai pas commencé à 3 ans, j'ai commencé plus tard, j'ai commencé à 8 ans, ce qui n'est pas très jeune, mais ce qui est quand même voilà, relativement encore un bon âge pour commencer la musique. J'ai commencé parce que je voulais faire comme une copine d'école qui avait un piano chez elle et qui prenait des leçons de piano. Et donc j'écoutais ce qu'elle faisait et j'avais envie de faire la même chose. Donc j'ai demandé à mes parents tout simplement de prendre des leçons de piano. Et mes parents m'ont inscrit au piano un petit peu comme une activité du mercredi après-midi, quoi, comme plein d'enfants font du piano, du tennis, de la natation. Donc moi j'ai commencé le piano comme ça. Et j'ai un souvenir assez précis de mes premières leçons où j'ai tout de suite eu une espèce de coup de foudre pour l'instrument. J'avais envie d'aller en cours chaque semaine. Enfin, il y avait vraiment une espèce d'obsession même. Je me souviens que je rentrais de l'école et la première chose que je faisais, c'était quand même passer du temps avec mon piano, travailler mes morceaux. Je restais avec l'instrument. Je m'enfermais dans une pièce. C'était le salon où il y avait le piano, j'interdisais à tout le monde de venir et puis c'était mon moment, mon temps à moi. Donc je pense qu'au début, enfin j'analyse ça avec un peu de recul, hein, mais je me dis au début j'ai commencé de manière assez standard en fait, assez banale, et puis j'ai accroché tout de suite en fait. J'ai accroché tout de suite et puis ça m'a plus lâché du tout. Et j'ai trouvé une sorte, je pourrais pas dire de refuge parce que j'étais pas en danger nulle part, mais une sorte d'espace qui m'appartenait vraiment. Et je me dis que peut-être que chaque enfant trouve un espace voilà, qui permet à son imagination de se libérer, d'exulter. Et moi, c'était vraiment avec le piano. J'ai ressenti tout de suite cette espèce d'attirance un peu irrépressible. Et puis, c'est allé très vite après. C'est-à-dire que j'avais visiblement des facilités au départ pour l'instrument. Donc, en fait, tout s'est enchaîné assez vite. Et puis pour répondre à la suite de ta question, comment est-ce qu'on ne se lasse pas, c'est ça, de travailler autant puis de sacrifier. Ouais, en gros, ouais, ça veut dire que cette passion de petite fille, elle t'a plus jamais lâché malgré les difficultés, ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, moi je rapporte souvent ça, tu vois, aux difficultés les plus chiantes que j'ai pu connaître dans ma vie, qui sont notamment dans le domaine du sport, tu vois. Moi, j'ai du mal quand ça devient difficile, tu vois. Je pense que je suis un gros flemmard. Et du coup, quand une activité est sympa, mais qu'elle devient véritablement difficile et que ça exige vraiment d'abandonner toute notion de plaisir pour passer un cap, je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai tendance à dire bon, ok, ouais, fuck it, quoi, tu vois. Et puis on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le plaisir disparaît, comment tu as fait pour garder intact cette passion de petite fille? Alors, je sais pas si le plaisir a disparu, en fait. Je crois que ce que j'ai appris assez tôt, c'est que le travail au sens du labeur, vraiment de faire des efforts pour arriver à quelque chose, c'est là-dedans que se situe le plaisir, quelque part. C'est peut-être un peu maso, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est dans l'effort et dans le chemin dans le chemin à parcourir, c'est là qu'on trouve un certain plaisir, peut-être plus que dans une forme de résultat, parce que comme je te le disais tout à l'heure, le résultat, il est finalement très impalpable en fait. Il n'y a jamais un moment où on peut se dire ça y est, il y a un résultat, puisqu'il nous échappe sans arrêt. Donc en fait, le véritable plaisir, il se situe dans la recherche, dans l'exploration, donc dans les difficultés, les échecs, les impasses, le fait de chercher à nouveau, etc. Et d'avoir donc des obstacles. Et ça, t'attribues ça... Ouais, tu l'attribues à ton caractère, on va dire, ou tu l'attribues au fait que le piano a quand même ceci de particulier, que tu t'entraînes, c'est vrai que c'est dur, mais quand tu réussis l'enchaînement sur lequel tu bossais, le résultat pour le coup il est pas palpable, mais il est immédiat, tu vois. Et du coup t'as cette récompense en permanence le long du chemin. Et est-ce que c'est ça qui permet de rendre le truc acceptable, quoi?
Alors, je saurais pas trop dire précisément, mais est-ce que c'est une question de tempérament? Peut-être, mais je pense que le tempérament se modèle aussi, ça en fonction de ce qu'on côtoie, des activités qu'on exerce, de comment on éduque en quelque sorte notre personne et notre cerveau aussi. Et donc j'ai l'impression quand même ce que le piano permet, et peut-être d'autres instruments aussi, c'est justement euh, de retrouver quelque chose qui nous échappe pas mal dans le monde d'aujourd'hui, mais de retrouver la notion du temps long et de la nécessité qu'il faut beaucoup de temps parfois pour accéder à un résultat. Et ça, on l'accepte très jeune en fait. C'est quelque chose qu'on apprend très jeune et on apprend à vivre avec cette composante voilà, du travail, de la lenteur du travail, de la lenteur pour l'obtention d'un résultat. Parfois c'est rapide, mais parfois c'est extrêmement long. Ça prend des semaines et des mois avant d'obtenir quelque chose de concret. Donc, voilà, je pense que c'est dans cette forme d'apprentissage du travail, de ce qu'est vraiment le travail, qu'on peut continuer à ne pas se lasser et à poursuivre des efforts qui peuvent paraître un peu vains par moment, parce que parfois c'est comme toute courbe d'apprentissage, il y a des espèces de plateaux où il se passe rien, on a l'impression que ça évolue pas du tout. Voilà. Alors, ouais, tu touches du doigt une question qui est vraiment au cœur, à mon sens, de ce podcast, qui est l'éducation au caractère. Je le répète souvent, mais mon sentiment, c'est que la plus grande injustice sur Terre, c'est pas tellement finalement les différences de milieu socio-économique, c'est pas tellement les différences d'intelligence de QI qu'on peut avoir entre les personnes, mais c'est vraiment la différence de caractère qu'il peut y avoir entre deux personnes, entre l'une qui va être profondément optimiste et l'autre profondément pessimiste, une qui va avoir la conviction qu'elle peut progresser et qui, malgré les obstacles, va toujours réussir à être en avant et être dans une dynamique positive, et celle qui va rester engluée dans une sorte de médiocrité ou de fatalisme duquel elle ne pense jamais pouvoir s'extraire finalement. Donc, et alors ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que précisément tu dis qu'il y a une éducation à faire à ce caractère, pour ce caractère, de manière à le développer et le rendre plus apte à accepter l'effort, à accepter la patience, le temps long. Concrètement, ça passe par quoi, ou quel genre de conseils on peut donner pour pratiquer cette éducation du caractère? Je sais pas si j'ai des conseils à donner là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que la musique, de manière générale, je pense que la musique est un bon apprentissage pour tous, en fait, parce que il y a déjà une composante essentielle, c'est enfin, en tout cas, quand on aime la musique, moi j'aime évidemment profondément la musique que je pratique depuis toujours, on est porté par une sorte de beauté, d'exigence qui est déjà celle des compositeurs, quelque chose qui nous dépasse en fait. Moi, je côtoie des chefs-d'œuvre tous les jours en fait. Quand je suis au contact de la musique de Mozart, Brahms, Schubert, Liszt et bien d'autres, je suis tout le temps en contact avec quelque chose d'absolument magnifique, de plus grand que moi probablement. Donc rien que ça, quelque chose qui m'élève. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Et du coup, rien qu'avec ça, il y a cette envie, en tout cas chez moi, d'être à la hauteur de ces musiques-là qui m'accompagnent, avec lesquelles je vis, et puis de les servir au mieux, de les défendre au mieux, de les interpréter le mieux possible. Et donc je pense que cet objet-là musical est une sorte d'excellent prétexte pour pouvoir rechercher comme ça, à donner le meilleur de soi-même, à aller toujours plus loin, à se dépasser, à avoir un souci comme ça. Moi, je suis un peu perfectionniste du coup, tout en sachant que la perfection n'existe pas, mais à vouloir aller plus loin. Les gens qui disent je suis un peu perfectionniste, généralement, tu sais que c'est des malades de la perfection. Ouais, mais je pense que là, pour le coup, c'est un trait de caractère qui est assez commun pour les musiciens, en tout cas classiques. De la même manière que dans le sport ou dans la danse classique, par exemple. Enfin, c'est des disciplines qui demandent une telle rigueur, une telle exigence et une forme d'abnégation aussi que voilà, c'est presque je sais pas si tout le monde est perfectionniste à la base, juste pour le coup, mais peut-être qu'on le devient en côtoyant justement ces chefs-d'œuvre au quotidien et en voyant autant de perfection dans ces œuvres-là. Il y a quelque chose qui, je pense, qui détend sur les musiciens qu'on est. Alors ouais, tu as dit deux trucs qui sont complètement à rebours de la société actuelle. Donc d'une certaine manière, tu vis quand même dans une dynamique qui est autre, et je pense que c'est super important parce que lorsque tu lis
lorsque tu lis les auteurs anciens, et notamment les philosophes antiques, tu sens bien que ces gars-là avaient touché à une forme de presque de perfection dans la civilisation, mais que ça leur était pas tombé dessus par hasard. C'était le fruit de beaucoup de pensées et d'une rigueur ascétique dans la manière de vivre leur philosophie. Et finalement, lorsqu'on regarde le monde actuel, on a le sentiment que tout le monde subit un petit peu sa vie dans une certaine mesure, regarde la télé dans le canapé plutôt que cherche à développer son caractère, son tempérament, ses qualités ou ses compétences dans différents domaines. Et toi, tu dis deux trucs finalement. Tu dis le premier, c'est le temps long, la patience et le travail sont fondamentales si on veut réussir à un certain niveau de perfection ou en tout cas de compétence dans son domaine. Et ça paraît tout bête, mais je pense que ce message de vieux barbon, il est important à rappeler. Les psychologues estiment qu'il faut 10 000 heures de pratique dans une discipline pour commencer à en être un expert. Je pense que tu es largement au-dessus, mais voilà. Donc il y a quand même une logique. Et le deuxième truc, c'est le sens de l'esthétique, qui là aussi est quelque chose qui, moi, de mon point de vue, a un peu disparu du monde dans lequel on vit, ne serait-ce que parce que l'esthétique est devenue une notion qui pour beaucoup est incroyablement subjective et dans laquelle il n'y a plus d'objectivité, et je pense que dans le piano et la musique classique, pour le coup, il y a des règles objectives qui déterminent l'esthétique. Et l'esthétique, ça fait partie au même titre que de manger, boire ou respirer des besoins fondamentaux de l'homme. Et je trouve que c'est super chouette de t'entendre expliquer à quel point c'est ça qui te nourrit et crée ton niveau d'exigence. Alors, là-dessus, malgré tout, tu vois, une fois que tu as dit ça, tu te poses quand même la question. Moi, je sais pas ce que tes parents écoutaient comme musique quand tu étais petit. Ouais. Mais c'est sûr que si tes parents écoutent Énergie, et j'ai rien contre Énergie, ou des stations qui passent, tu vois, de la musique moderne actuelle, voire de la variété par incroyablement élaborée, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'élitisme dans la musique classique qui fait que côtoyer les chefs-d'œuvre que tu as mentionnés et surtout trouver du goût dans leur musique, alors que c'est pas ce que t'entends avec les copines ou à la radio, et est-ce que c'est une forme, est-ce qu'il y a une forme d'élitisme culturel dans le truc pour toi? Je pense qu'il y a des terrains plus favorables que d'autres au départ, peut-être. C'est vrai que moi, mes parents écoutaient de la musique classique, mais comme, voilà, en amateur, ils sont mélomanes, ils écoutent de la musique à la maison, voilà, mais aussi du jazz, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'avais peut-être l'oreille qui était... j'entendais des opéras de Mozart à la maison, enfin j'entendais des choses, en tout cas de cet ordre-là. Qui t'avait éduqué à la beauté, on va dire. Oui, forcément. Je pense qu'il y a ça, c'est forcément, j'imagine, quelque chose d'un peu plus porteur. Mais je pense pas que ce soit une condition absolument indispensable. Alors, en France, notamment, on a la chance d'avoir un tissu génial d'écoles de musique et de conservatoires absolument dans toutes les villes de toute taille. Et je pense que là, pour le coup, l'école de musique, le conservatoire, joue vraiment un rôle fondamental. C'est des établissements publics, vraiment accessibles, avec une volonté vraiment d'ouvrir au plus large, au nombre d'enfants le plus large possible. En tout cas, au départ. Après, ça devient difficile. Une fois qu'on veut en faire son métier, ça devient compliqué. C'est plein de concours, de compétitions, etc. Mais au début, pour en tout cas être en contact avec la musique, c'est assez facile dans notre pays d'y avoir accès. Et donc ça, ensuite, c'est le rôle des professeurs, des conservatoires, d'ouvrir les oreilles de leurs élèves qui n'ont peut-être pas à la maison. C'est le rôle de l'école, de manière générale, de toute façon. Donc je sais pas. Et puis dans la variété, dans la chanson, il y a aussi plein de très belles choses. Il y a plein de choses moins intéressantes, mais il y a aussi plein de choses magnifiques avec des textes incroyables qui créent des émotions, avec des belles harmonies. Enfin, il n'y a pas que des choses achetées, bien au contraire. Donc je trouve que de toute façon, ce qui est important pour moi, c'est de s'éveiller à une forme d'émotion musicale, de ressentir que quand on écoute de la musique. Moi, quand j'écoutais de la musique petite, ça me faisait vibrer en fait. Mais plein de types de musique. J'écoutais beaucoup de musique classique. Avec mon argent de poche, j'ai acheté plein de disques classiques. Mais avec mes copines d'école qui faisaient pas du tout de piano, j'écoutais d'autres choses.
Et en fait, je vibrais au son de la musique, le rythme, je rentrais dans mon corps. Enfin, on dit souvent que la musique fait dresser les poils sur les bras. Bah, c'est vrai. En fait, il y a une manifestation physique qui est le signe qu'on ressent des émotions fortes. Et je trouve que la première chose, c'est que la musique, souvent, si on sait l'écouter, en tout cas si on prend le temps de l'écouter, elle crée une émotion chez les gens, chez l'auditeur, qu'il soit enfant ou adulte. Donc c'est le fondement, en fait, du goût pour la musique, quelle qu'elle soit. C'est l'émotion que ça suscite. Et il n'y a pas de snobisme de la part des musiciens classiques par rapport à la musique moderne en disant oui, alors c'est de la variété facile, enfin il y a vraiment une hiérarchie pour toi dans la qualité des œuvres musicales et comment justement, parce que je parlais de subjectivité dans la musique. C'est quoi pour toi le critère qui fait la différence entre un chef-d'œuvre et la musique qui va créer une vraie émotion, hein, tu vois, mais qui restera pas dans l'histoire, quoi. Ouais, ça c'est une grande question. Je pense qu'il faudrait des heures pour débattre de ça, mais alors je peux pas répondre pour tous les musiciens. Tu me demandes si est-ce que chez les musiciens classiques il y a une forme d'élitisme ou peut-être chez certains. Évidemment, il y a tout type de personnalité et de personnes. En ce qui me concerne. J'essaye pas de comparer en fait. Je me dis que à chaque musique, à chaque époque, sa musique, en quelque sorte. Simplement, c'est vrai, il y a une chose qui est quand même assez fascinante avec la musique dite classique, c'est que elle traverse les siècles. Moi, les compositeurs que je joue, dont on entend toujours parler, qu'on joue dans toutes les salles du monde, c'est des compositeurs qui ont 100, 200, 300 ans, parfois plus. Enfin, bon. Donc ça traverse les siècles. Donc il y a quand même, je pense, une forme de beauté intrinsèque et d'aboutissement dans ces musiques-là. Qui la rend un peu intemporelle. Et c'est vrai qu'on peut écouter aujourd'hui une œuvre de Bach et pas forcément, enfin, ressentir des choses, des émotions qui étaient probablement les mêmes qu'à l'époque, mais qui sont universelles en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est des musiques qui traversent le temps, qui traversent l'espace aussi. Moi, j'ai fait des expériences dans des pays où il y avait, enfin, voilà, de concerts, dans des pays où la culture n'est pas du tout celle de la musique classique et où les gens sont saisis par la beauté du son, la beauté de ce qui est du discours de ces musiques-là, de ce que ça raconte, de comment ça nous parle. Donc, c'est peut-être ça qui fait la force, je dirais, de la musique classique. Je sais pas mais il y a aussi des chansons, évidemment. Je sais pas, moi, Jacques Brel, sûrement que c'est intemporel aussi. Mais parce qu'il y a une force là-dedans dans le discours, dans ce qu'il raconte, dans la manière dont il nous transperce. Il y a quelque chose qui parle en fait, hein, qui nous parle à tous de manière à la fois commune et enfin voilà, et en même temps individuelle. Je pense que c'est la force de la musique, elle se situe là-dedans, qu'on puisse avoir l'impression qu'on s'adresse à nous tout seuls, alors que finalement ce sont des choses très très universelles. Après, c'est vrai que il y a des musiques, ça dépend où on situe le curseur en fait. Est-ce que c'est voilà, si je prends l'exemple de la chanson, le texte va être probablement particulièrement important. Dans la musique que je joue moi, il n'y a pas de texte, c'est de la musique instrumentale. Il y a une élaboration dans l'écriture qui est tellement riche, qui est tellement variée, qui est tellement travaillée, qui est tellement aussi sentie, qui est tellement émotionnellement forte que pour moi c'est un peu incontournable que ce sont des musiques qui durent, forcément qui durent. Et puis on est au XXIe siècle et je pense que ça sera toujours là 100 ans, 200 ans, 300 ans. Enfin, ouais. Je vois pas pourquoi ça s'éteindrait à partir du moment où les musiciens sont là pour la jouer. Oui. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe peut-être à des aspects plus techniques de ton boulot ou technique au sens quasiment sportif de haut niveau, tu vois. Et il y a une question forcément que je me suis posée en préparant cet entretien, c'est que alors c'est assez connu, il y a beaucoup de questionnaires qui ont mis en avant que en gros quand on pose la question aux gens, au grand public, quel est le truc dont vous avez le plus peur dans la vie, eh bien généralement le fait de parler en public ou de faire un truc en public arrive avant la peur de la mort, tu vois. Donc toi, t'as joué dans les plus grandes salles, t'as joué donc au Carnegie Hall, t'as joué à l'opéra, enfin dans de multiples opéras, l'opéra de Shanghai, etc. T'arrives donc toute seule puisque tu es pianiste soliste. Tu arrives toute seule avec ton piano devant une salle gigantesque avec plein de gens qui ont un niveau d'exigence
hyper élevé parce que pour beaucoup c'est des amateurs assez éclairés. Comment on gère le stress de ce genre de représentation? Comment on fait pour être aussi performant que tu peux l'être quand tu es chez toi en train de répéter? Alors, c'est très différent de quand on est chez soi en train de répéter. En réalité, le stress, enfin, moi, j'ai peur évidemment avant les concerts. Hein. Quand tu dis que la majorité des gens ont plus peur d'aller sur scène que de mourir, alors je me suis jamais posé la question en ces termes, mais c'est vrai que le trac, je pense que ça fait absolument partie de ma vie, de mon métier. Il a jamais disparu, je pense qu'il disparaîtra jamais. La question, c'est comment le gérer, en fait, plutôt. Donc moi, évidemment, je pense que plus mon niveau de préparation est fort, donc on en revient à la question du travail, déjà. Tout simplement, plus je suis préparée, plus je suis en possession de mes moyens, plus j'ai une chance de mieux gérer le trac. Enfin, ce qui donne le plus le trac, c'est quand au fond de soi, on sait que la préparation a peut-être pas été à 100%. Déjà, il y a un peu de ça. Donc il y a déjà un truc à régler entre soi et soi. Est-ce que je me suis préparée à 100%? Ensuite, il y a vraiment des outils, enfin moi que j'utilise. Je fais beaucoup de visualisation, travail de visualisation. C'est-à-dire que plusieurs semaines avant les concerts, et qui plus est quelques heures avant, enfin je visualise énormément le moment à venir. Je ferme les yeux, c'est une forme de travail très introspectif où j'essaye de visualiser la scène, visualiser le moment du concert et visualiser aussi tout le déroulement des morceaux. C'est-à-dire être capable de faire défiler dans ma tête, dans les moindres détails, tout ce qui va se passer. Enfin, tout ce qui va se passer, la manière dont je souhaiterais que ça se passe. Mais c'est-à-dire que ta visualisation dure pas aussi longtemps que dure le concert, si? Ça peut. Alors, c'est très difficile parce que ça demande une concentration absolument folle. Alors, je découpe en général en plusieurs parties. Je fais pas ça d'une traite. Mais je fais un travail, on va dire, quotidien. Mais ça, c'est propre à moi. Je sais pas si c'est tous les artistes font ça, mais je pense une bonne partie. Quotidiennement, je travaille une partie de mon temps au piano et une partie de mon temps hors du piano en travaillant, sur une forme de concentration extrême sur à la fois les œuvres, mais aussi le temps du concert. C'est une technique qu'on retrouve chez pas mal de sportifs de haut niveau. Enfin, j'ai en tête notamment des athlètes en natation qui savent exactement à quel moment ils arrivent au mur et qui rejouent toute la course en visualisation. Et il y a pas mal d'études qui ont prouvé que la visualisation permettait effectivement de gagner quasiment autant que la pratique réelle, on va dire, de l'instrument ou du sport. En l'occurrence, je pense à une étude sur le basket. Et entre une équipe qui ne s'entraînait pas et une équipe qui ne s'entraînait que en termes de visualisation, l'équipe qui s'entraînait en termes de visualisation était largement plus performante au final. Alors, mais ça veut dire que tu l'intègres dans ton programme. C'est pas tiens, genre je prends mon café, je vais fermer les yeux 2 minutes et puis je vais faire un peu de visualisation. Dans mon travail, au quotidien quasiment. Enfin, c'est peut-être pas tous les jours, mais c'est très fréquent. J'intègre ça. Je fais juste avant de rentrer sur scène. Ensuite, il y a vraiment le temps dans la loge où on est tout seul là pendant 1 heure, où il y a le compte à rebours avant de rentrer sur scène. Là, je continue ce travail de visualisation, mais je fais beaucoup de travail de respiration aussi. Concrètement, comment je fais? Concrètement, c'est absolument. Je fais un truc qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qui est une manière de calmer le rythme cardiaque. C'est à peu près 6 respirations par minute. Inspiration, expiration, donc 6 respirations totales par minute pendant 5 minutes. Donc ça, c'est quelque chose que je répète assez régulièrement. T'as une appli pour ça ou tu fais ça au feeling? Qui s'appelle Cardia. Voilà. Ouais. Mais il y en a plein. Enfin, on trouve ça très facilement sur Internet. Et puis je peux le faire au feeling quand j'ai pas mon téléphone. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice qui permet de se poser, de se calmer, de se recentrer et d'avoir une forme d'ancrage aussi physique, psychologique et physique. Et puis après, j'essaie de me connecter mentalement au moment que je vais vivre en fait, et de me reconnecter à ce que c'est que le concert et de pas vivre le concert comme une sorte d'opposition entre le public d'un côté et moi de l'autre, mais une forme plutôt de moment ensemble avec toute l'énergie du public et la mienne, et c'est une forme de rencontre en fait le concert. Donc je trouve que ça, moi ça me permet en fait de me reconnecter à ce que c'est l'essence de ce métier, de ce que je vais donner aux gens, de ce que j'ai envie de leur donner, de la manière dont j'ai envie de
communiquer avec eux par la musique. Et puis je me reconnecte justement encore une fois à la beauté des œuvres que je vais jouer. Et avec en quelque sorte, j'essaie de pas perdre de vue jamais pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là et quel est mon rôle là à ce moment-là. Celui d'être une forme de passeuse en fait entre les œuvres que je vais interpréter et le public qui va les recevoir. Et cette espèce de flux d'énergie entre les œuvres, le public, moi, etc. Je trouve que pour moi, ça a quelque chose de très apaisant parce que je me reconnecte en fait au sens de mon métier plus que. Et la peur, dans ce cas-là, elle est là, bien sûr, mais elle est presque secondaire en fait, parce que je trouve que quand on redonne du sens aux choses, le sens profond des choses, en tout cas pour moi, c'est plus fort que la peur. Mais la peur, elle disparaît pas au moment où je rentre sur scène. J'ai peur, bien entendu. Mais il y a aussi quelque chose peut-être dans les techniques que j'utilise et qui valent ce qu'elles valent. Je sais pas si c'est pas toujours très efficace. Parfois j'ai des concerts qui se passent pas comme je voudrais exactement, où j'étais pas bien pendant tout le concert, et d'autres concerts où je suis très bien en sortant. Bon, donc c'est aussi très variable. Mais oui, j'essaye comment dire, de ne jamais perdre de vue l'objectif profond en fait de ce métier. Ouais, donc t'es toujours finalement connecté à quelque chose de plus grand que toi, et en plus il paraît que ça fait partie des ingrédients fondamentaux dans notre psychologie humaine pour être heureux, donc j'espère en tout cas que ouais, il y a aussi, ça contribue il y a à ta aussi vie un truc important, je pense, équilibrée. c'est la notion de plaisir en fait. C'est qu'on va de se faire plaisir déjà, et puis de faire plaisir aux gens. Cette notion de plaisir, je pense qu'elle est assez fondamentale pour passer au-dessus, en tout cas, du stress. Et le stress, il est là, on l'observe, on le voit, il faut faire avec, en fait. Il faut être avec lui. Il faut pas forcément essayer de le repousser coûte que coûte. De toute façon, il sera là. Et puis, pendant le concert, c'est un moment un peu entre la vie et la mort, pour moi. C'est-à-dire, on est sur un fil. C'est ça le propre de la performance, entre guillemets. C'est tout peut arriver. Mais en fait, moi, mon sentiment, j'ai peut-être tort. En fait, c'est que je pensais naïvement peut-être que tu arrivais sur scène. Là, t'as le track, et effectivement, je pense qu'un truc important que tu dis, et notamment c'est Viktor Frankl qui a pas mal travaillé sur le fait de dire plus tu vas vouloir fortement quelque chose ou éviter quelque chose, plus tu risques en fait de te prendre ce truc que tu veux pas. Et typiquement, c'est j'essaye de dormir et je veux dormir, et puis évidemment t'arrives pas à dormir. Alors que quand tu te dis ok, j'essaye de rester réveillé le plus longtemps possible, là tu vas t'endormir dans les 2 minutes qui suivent, quoi. Et donc je suppose que vis-à-vis du track il y a aussi un petit peu ça, mais je pensais qu'en fait une fois que t'avais commencé les premières mesures de ta représentation, en fait, pour le coup, t'étais de nouveau complètement absorbé par ta musique, et qu'en fait, t'oubliais le track, c'était juste Mozart et toi, quoi, tu vois. Alors, il y a des jours où ça se passe comme ça, et puis d'autres jours où c'est beaucoup plus fluctuant. Il y a certains concerts et je pense que c'est en fonction de notre état, de la salle, de l'énergie qu'on ressent, du piano, du degré de fatigue ou pas. Enfin, on reste des êtres humains. Le spectacle vivant, c'est aussi ça, c'est qu'on est des êtres humains en action avec tout ce qui nous compose, toutes nos émotions. Donc, il y a des jours où c'est plus difficile, où le track revient, il part, il revient. Il y a une espèce comme ça de montagne russe pendant le concert. Ça fait pas forcément un plus mauvais concert, bien au contraire. Parfois on fait des très bons concerts comme ça. Et parfois on a l'impression d'avoir fait un très bon concert parce qu'on n'avait pas le track du tout, et puis finalement quand on écoute l'enregistrement on se dit oui, bon, c'est pas non plus le concert où j'ai été chercher le plus loin possible, où j'ai pris des risques. Enfin voilà, je pense que c'est assez entre notre perception et le résultat, il y a aussi un monde, quoi. Parfois le fait d'avoir très peur, d'être un peu sur un fil, sur la brèche comme ça crée des choses extrêmes, des prises de risques, des émotions très 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 intenses qui donnent quelque chose aussi dans la musique. Donc, Oui. Et alors, il se passe quoi dans ta tête, et notamment, il se passe quoi quand tu fais, alors je sais pas si ça existe en fait, mais quand tu fais une fausse note? Ah bah si, bien sûr qu'on fait des fausses notes. Ouais. Il y a que sur les disques qu'il n'y a pas de fausses vrai notes, bien sûr. Bah c'est le propre du. Oui, bien sûr. On n'en fait pas des tonnes, mais ça c'est la fausse note. La fausse note, c'est pas le plus problématique en quelque sorte. Faire une fausse note, ça fait partie du jeu.
Donc ça me terrorise pas de faire une fausse note du tout. En revanche, ce qui est plus désagréable, c'est quand on se sent physiquement et mentalement un peu fermé, un peu empêché par le trac justement, et qu'on n'arrive pas à s'exprimer pleinement et qu'on n'arrive pas à faire rayonner le son, à faire être vraiment dans quelque chose d'ouvert, de large. Ça c'est difficile à vivre. C'est pas tant la fausse note que la sensation d'être un peu en lutte avec soi-même, et ça c'est difficile par contre. Alors, tu vois, ouais, c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, dans la préparation telle que tu l'as décrit avant ton concert, on voit que tout converge vers une forme de concentration, de maîtrise, mais pas d'énergie en fait. Quand tu regardes un gars comme, tu sais, dans les conférenciers célèbres, je sais pas si Tony Robbins ça te parle, c'est une sorte de gourou inspirant américain. Quand tu le vois avant ses conférences, lui pour le coup il saute partout, tu vois, il veut que son corps soit plein d'énergie, et en fait ce que tu me dis m'y fait penser, c'est-à-dire que bizarrement pendant le concert t'as envie que je crois que t'as dit que le corps s'exprime aussi, tu vois, t'as envie que la passion prenne le dessus et que voilà. Et paradoxalement, en fait, toute la phase préparatoire n'y contribue pas tellement, en fait. Si, elle y contribue en amont, bien en amont. Enfin, je pense que c'est dans l'hygiène de vie, dans le fait de faire du sport, voilà. Après, c'est pas. Ah ouais, alors ça, il faut qu'on en parle. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais. Après, dans la préparation, quelques minutes avant, oui, je suis plus dans une recherche de concentration, de centrage, d'ancrage, d'apaisement du rythme cardiaque. Je suis plus dans cette recherche-là. Et pas dans une espèce d'excitation corporelle. Au contraire, j'essaie que les choses se posent, s'installent, se détendent. Mais du coup, quand la musique devient passionnante, animée, en tout cas, etc., que tu vois, que t'es dans un animé, etc., t'arrives malgré cette finalement, tu vois, c'est compliqué hein, d'être dans une sorte d'état de concentration et de calme intellectuel, et d'un seul coup, boum, de devoir, tu vois, t'envoler, transmettre cette passion de manière incroyable. Ouais, mais je pense que ça passe. J'ai l'intuition quand même que ça passe pas par un corps nécessairement agité, en fait. C'est pas une activité sportive le piano quand même. C'est-à-dire que les muscles qui sont utilisés, c'est des muscles très fins, très petits. Bien sûr, on joue avec tout notre dos. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est une assise. On est assis quand même. Hein, on n'est pas debout, on n'est pas en train de courir ni de sauter. Ouais. On est assis pendant 2 heures et on doit transmettre une énergie, mais sans. Si on s'agite trop, il y a une déperdition d'énergie. Si on s'agite trop physiquement, il y a une déperdition d'énergie et un manque de précision dans des gestes qui se veulent extrêmement précis et fins. Oui. Donc c'est pas tout à fait, je pense, la même. Et puis c'est pas parce qu'on est immobile ou en tout cas posé, qu'il y a pas d'énergie. Il y a une forme d'énergie quand même qui traverse tout le corps, qui vient du sol, qui vient des pieds, qui traverse tout le corps jusqu'aux mains et qui se prolonge dans l'instrument, dans le son, jusque dans la salle et dans son acoustique. Donc ça c'est une énergie qui se renouvelle en permanence et qui est aussi très liée, je pense, à la respiration, à notre manière de gérer la respiration. Mais c'est pas une énergie de sportif. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. C'est pas une énergie. On n'a pas besoin de la même endurance, des mêmes efforts physiques. Ça se joue pas tellement sur des efforts. Ça se joue plutôt sur des influx nerveux que sur des efforts musculaires, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, t'as parlé de la préparation et on aurait peut-être même dû commencer par là, mais c'est quoi une journée de Célimène? C'est quoi tes rituels? Est-ce que tu crois à la force des rituels? Et en gros, comment quels sont tes trucs de sportif de haut niveau, j'allais dire, d'artiste de haut niveau, pour justement être en permanence dans la performance et dans le même, comme tu le disais, la progression artistique? Alors, moi, j'ai pas tellement de rituels en fait. J'avoue que mes journées, j'ai pas tellement de journées qui se ressemblent. D'abord, quand je suis en période de concert, je suis très peu chez moi, donc je suis à l'hôtel, donc c'est difficile d'avoir des rituels quand on n'est pas dans un environnement qui est toujours le même en fait. Donc je dirais que, en revanche, j'ai une hygiène de vie, ça c'est sûr. J'essaye de bien manger, en tout cas très équilibré. Je bois pas d'alcool, très peu. Enfin, c'est parce que ça, chez moi, en tout cas, ça a un impact direct sur la concentration déjà et sur la souplesse musculaire. Donc voilà, je bois très peu ou très occasionnellement.
j'essaye de faire du sport quand quand j'ai le temps. Ça, je remarque que c'est plus une question, c'est plus une aide assez forte pour la concentration justement et le fait de calmer le mental. Moi, le sport m'aide à ça. C'est beaucoup plus utile pour moi, le sport dans ce sens-là, que pour une préparation physique quelconque, en fait. Donc, je pense que c'est important, en tout cas chez moi, de faire du sport pour aller dans le sens d'une meilleure concentration et d'un mental un peu plus aligné, en quelque sorte. Après, au quotidien, quand je suis chez moi, c'est le cas en ce moment, je travaille tous les jours, mon piano, mais ce qui me fait travailler, c'est toujours l'envie. Quand j'arrive devant mon piano, j'ai tout un tas d'œuvres à travailler et je vais d'abord travailler celle qui me fait le plus envie tout de suite. Enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'envie, du plaisir, plaisir. De s'y mettre, parce que finalement, la journée, elle est très solitaire. J'ai pas de coach, je travaille toute seule. Il n'y a pas de coach tellement dans la musique classique, donc je travaille toute seule, je structure mon temps comme je veux. Voilà. Après, j'essaye quand même d'avoir quotidiennement, d'avoir des objectifs de travail, de savoir, parce qu'il faut évidemment que j'établisse un planning et que je sache à quel moment, quelle œuvre doit être travaillée. Enfin, je dois travailler telle œuvre, etc. Donc, Donc ça, c'est un planning que tu fais genre 2 mois à l'avance ou en fonction ça dépend d'un concert. Ça dépend de... Voilà, mais j'ai quand même une idée assez claire de ce que je travaille, à quel moment, combien de temps j'y consacre, etc. Mais c'est jamais 2 fois pareil. Et c'est toujours en fonction. Il y a des jours où je travaille pas, par exemple, enfin très peu, parce qu'en fait je le sens pas du tout. Je le sens pas, j'ai pas envie. J'ai besoin de faire une pause, donc je travaille très peu. J'ai toujours un moment où je suis en contact avec le piano. Il y a pas une journée où je travaille pas du tout. Hein. C'est quand même quotidien. Ouais. Il y a pas de notion de week-end ou je sais pas quoi chez moi. Mais il y a des journées où je travaille un peu moins parce que je ressens qu'il faut que je fasse une pause et qu'il faut que je laisse reposer les choses et que Mais en moyenne, tu travailles combien d'heures par jour sur le piano? C'est variable, je dirais 5 ou 6 heures. 5 ou 6 heures par jour. Ouais, ça peut être moins, ça peut être beaucoup plus. Moi, en moyenne 5-6 heures, on va dire. Ouais. D'accord. Il y a un truc qui m'a frappé parce que je m'étais jamais fait la réflexion, mais c'est pareil en préparant ce truc, tu vas voir à quel point je suis inculte. Mais en fait, j'ai réalisé que lorsque tu fais ton concert, t'as pas de partition. Ouais, ça dépend des fois. Il y a des concerts où j'en ai pas, effectivement. Il y a des concerts où j'en ai. Ça dépend de ce que je joue. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, t'as travaillé de manière à connaître par cœur, avec une notion du par cœur, je pense qu'il nous échappe tellement elle est à un degré de perfectionnisme élevé. Quoi, c'est 2 heures un concert, non? Ouais, 2 heures, ça dépend. Ouais, bon. Donc ça veut dire qu'il y a des jours et des jours de travail et de préparation sur les mêmes pièces. Pour les apprendre par cœur, ouais. Et donc la monotonie, mais en fait, mais tous, tu vois, tous à l'école, apprendre des poésies par cœur, c'était le truc, c'était le pinsum absolu, dur, quoi, parce que c'est dur. Et puis il y a un côté monotone. Et c'est vrai que quand t'expliques ta vie monacale, seul à devoir travailler les mêmes pièces c'est pas à ce point-là monacal, mais c'est le travail qui est solitaire. Le travail est solitaire, la vie après elle est ce qu'elle est, mais ouais, mais il y a pas de monotonie en fait, puisque c'est pas de la répétition stérile en fait. On répète pas, on rabâche pas. Enfin, pour moi c'est plutôt une forme d'exploration. C'est tellement une partition en fait quand on la décortique, c'est tellement riche et tellement complexe qu'en fait, on est obligé enfin, moi, j'analyse en détail ce qui se passe, j'essaie de mieux comprendre pourquoi c'est écrit comme ça, qu'est-ce que le compositeur a voulu dire, comment ça doit sonner, je fais des recherches de son. C'est pas juste répéter, rabâcher, le travail, il est beaucoup plus passionnant que ça. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de lassitude à travailler les mêmes œuvres pendant des mois parce que, de toute façon, c'est nécessaire de les travailler pendant des mois si on veut les maîtriser, si on veut les pousser le plus loin possible. Et parfois même pendant des années. Moi, il y a des œuvres que j'ai travaillées pendant des années. Je pense à une œuvre notamment qui s'appelle L'Art de la fugue de Bach, que j'ai travaillé peut-être pendant 5 ans, tous les jours, avant de pouvoir vraiment la jouer comme je voulais. Je l'ai enregistrée d'ailleurs. Et aujourd'hui, je la jouerai encore différemment. Donc, je la retravaillerai probablement des milliers d'heures pour pouvoir la rejouer, alors que je l'ai déjà jouée 100 fois. C'est un travail qui est en perpétuelle métamorphose. Il y a jamais de répétition identique.
Ouais, je pense que la notion d'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que tu t'en approches entre guillemets, c'est la clé de l'explication du fait qu'il n'y ait pas de monotonie, parce que en gros, c'est toujours des domaines différents ou des aspects différents du morceau que tu vas aller travailler, que tu vas et c'est sans découvrir, fin, ça. sur lesquels Honnêtement, tu vas tester des trucs. Voilà, c'est c'est sans ça. fin, c'est Ouais. tellement riche et fascinant comme univers que il y a pas de fin. Et aussitôt qu'on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose, on se rend compte que tiens, il y a autre chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas entendu de cette manière-là. Enfin, pour moi, au contraire, c'est un travail qui est c'est comme une aventure, quoi. C'est comme partir à l'aventure, travailler à une œuvre. On a une vague idée du voyage, on sait à peu près où on va, mais en fait, quand on y est, on découvre tout un tas de choses, et plus on reste longtemps dans un pays, plus on approfondit. On peut pas dire, ça y est, je connais parfaitement tel lieu parce qu'on y a passé 3 semaines. Ouais. Plus on va y passer du temps, plus on va creuser, plus on va commencer à comprendre la culture, les gens, l'environnement, le climat, enfin voilà, l'histoire. Donc une œuvre, pour moi, c'est un voyage absolument sans fin, en fait, sans limite. Ouais, d'accord. Alors, je passe un petit peu sur le coq à l'âne, tu vas voir, mais pareil, en faisant mes recherches sur toi, sur le milieu dans lequel tu évolues, je me suis fait cette réflexion qui est un peu éloignée des hauteurs dans lesquelles tu nous as emmenés, mais j'ai pas vu de pianiste soliste qui soit gros ou grosse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que... Alors, ils m'ont peut-être échappé, tu vois, mais la majorité... Il y en a quelques-uns. Donc, du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que ça veut dire que la préparation du corps est essentielle pour la performance en piano? T'as dit que toi tu faisais du sport, mais t'as dit que c'était pas un passage obligé en même temps, mais tu sais peut-être ce que font tes collègues sur le sujet. Ou est-ce que ça veut dire simplement que on a parlé là de musique et de génie, des chefs-d'œuvre, etc. Mais il y a une dimension marketing dans la musique et la concurrence. Elle est là, j'allais dire aussi, mais elle est là quasiment surtout. C'est-à-dire que moi, si j'avais un enfant qui voulait devenir pianiste, c'est sûr que je suis pas sûr que je lui recommanderais d'y aller tellement la compétition est rude et en vivre c'est compliqué, à moins de faire partie vraiment des tout meilleurs, quoi. Voilà. Donc voilà, ma question c'est les pianistes sont belles ou beaux généralement. Est-ce que c'est parce que le travail l'exige ou est-ce que c'est parce que le marketing qui est derrière l'impose? Alors, d'abord, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur un point, c'est que je pense qu'on peut être gros et beau. Déjà. Oui, pardon. Non, mais ouais, alors, merci non, de me reprendre. C'est vrai, non, mais tu as raison. Merci de me reprendre. Oui. Ça, c'est juste un point. Il y a des pianistes quand même, il y a tout type de physique. Alors après, c'est sûr que sur les pochettes de disques, on est à notre avantage, on est maquillé, on a un photographe qui fait bien son boulot, il y a des retouches. Alors tout ce que tu vois passer sur Internet ou autre, c'est des photos. Évidemment qu'il y a un marketing. Il y a des objets à vendre qui sont des disques, donc qui sont soignés, qui sont comme tout objet corrigé, etc. Je suis pas sûre que si ces mêmes pianistes, tu les voyais au réveil chez eux, ils auraient tout à fait la même tête que sur leur pochette de disque. En fait, c'est comme les comédiens, les acteurs. Enfin voilà, quand on les voit en interview, ils sont toujours extrêmement à leur avantage. Et puis si tu les rencontres au coin de la rue à la boulangerie, tu les reconnais même pas. Donc oui, il y a un aspect marketing parce que il y a des produits qui sont liés à la musique classique, qui sont notamment le disque. Mais à part ça, je sais pas si le critère physique rentre en compte réellement. Je crois pas. J'ai vraiment la sensation que c'est vraiment le talent, la musique, la démarche qui compte et puis ce qu'on a apporté dans le paysage musical qui fait qu'on est plus ou moins mis en avant ou pas par la presse. D'abord, c'est par la presse qu'on est mis en avant. Hein. C'est la presse qui s'empare d'un objet et qui peut du coup le rendre mais qui elle-même aime bien raconter des histoires par rapport à la personne, donc il faut qu'elle présente un certain nombre d'aspérités qui la rendent intéressante. Il y a eu visiblement un grand débat
le cercle qui est le tien sur la tenue que certaines pianistes arboraient. Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas? Et donc on voit bien quand même qu'il y a ce côté marketing qui vient un peu polluer la qualité, ou qui potentiellement pourrait venir polluer la qualité de ce qui est produit par le ou la pianiste. Oui, alors c'est vrai que ce débat-là, il a été assez perceptible dans notre milieu, parce que c'est un milieu quand même qui a des codes. En tout cas depuis longtemps, qui avait des codes, vestimentaires, où pendant longtemps on jouait en noir ou en tenue, voilà, les hommes en smoking et puis les femmes en robe de soirée ou en je sais pas quoi. Puis ça a évolué tout ça, et heureusement en fait. Moi je trouve heureusement que ça évolue, et parce que finalement les musiciens ou les musiciennes ont envie d'être ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie d'être sur scène, et d'échapper un petit peu aux vieux codes hérités du 19e siècle, etc. Donc moi je trouve plutôt bien que finalement le débat a eu lieu. Ça veut dire que la question a un peu enflammé les gens. Est-ce qu'une femme qui vient jouer avec une jupe courte, c'est un problème? Et je trouve que c'est un peu un faux débat, parce qu'en fait la musique classique, en fait, je trouve que c'est bien quand elle s'inscrit dans le monde actuel. C'est pas la peine qu'elle échappe voilà, au monde dans lequel on vit. Et les musiciens et les musiciennes qui ont de toute génération ont maintenant heureusement la possibilité d'être sur scène comme ils veulent. Je pense que c'est Après, est-ce que le marketing vient polluer? Ça peut, effectivement, ça peut. Le marketing parfois peut avoir. Il y a certaines maisons de disques, alors pas la mienne heureusement, mais certaines qui ont envie absolument de coller à un artiste une certaine image en se disant que ça va faire plus vendre de disques. Donc ça peut parfois desservir, et je pense qu'il faut être très très vigilant, surtout avec les jeunes artistes qui démarrent. Je pense qu'il faut faire attention qu'il y ait un aspect marketing, c'est assez normal, mais qu'il n'y ait pas de dérive, que ça qu'on ne devienne pas des objets avec absolument une histoire à raconter qui nous échappe. Et, voilà, ça peut, parce que je pense qu'on se détourne dans ce cas-là de l'essentiel, qui est juste la musique et la manière dont on la joue. Oui, parce que à ton niveau, il y a plus de concours. Non. En fait. Ce qui compte, c'est le succès que tu as auprès du public, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que la dérive, c'est qu'il y a toujours cette volonté. C'est une industrie assez particulière, la musique classique, surtout le monde du disque, où il y a de moins en moins de disques qui se vendent. On utilise les plateformes, etc. Mais donc il faut attirer le public d'une certaine manière. Donc les entreprises, type label, etc., cherchent des moyens forcément d'attirer le public, d'attirer qu'on voit leur artiste. Ouais. Et donc c'est là où il faut trouver un équilibre, je pense, intelligent entre ce qui est de l'ordre de l'image. Après, je pense qu'il y a quand même des manières auxquelles moi je réfléchis de donner envie aux gens d'écouter un artiste sans aller jusqu'à des extrémités pas possibles de marketing, d'image, sans se travestir en quelque sorte. Il y a d'autres en étant soi-même, et je sens quand même que le public, de manière générale, finalement, est quand même plus attiré par une forme d'authenticité, quand même. Parce que malgré ce qu'on dit de cette époque où toutes les choses sont facilement fake, où on a cette envie, voilà, de zapping permanent, en fait, quand même, les gens, au fond d'eux-mêmes, on recherche des endroits comme ça de sincérité, d'authenticité, de vérité quelque part. Donc quand on leur présente ça, je sais pas, je pense quand même, j'ai cette illusion de croire que les gens, en fait, ça leur fait du bien quand même d'être face à quelque chose d'assez authentique et d'assez naturel. Et ils viennent chercher l'excellence plutôt que. L'excellence, c'est aussi surtout quelque chose de sincère. Je pense que la sincérité fait du bien aujourd'hui. Ok, écoute, je pense que c'est un bon point pour finir, Célimène. Juste avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre tes projets? On peut me suivre sur mon site internet, qui est www.celimene-dodé.com, et aussi sur tous les réseaux sociaux où je suis, où je partage évidemment mes projets, mes concerts, mon actualité, donc que ce soit Instagram, Facebook. Surtout ces deux-là, un petit peu LinkedIn, mais un peu moins. Là, on peut me suivre. Sur YouTube, j'ai des vidéos aussi qu'on peut regarder. Voilà, en ligne. Donc. Et dans les salles. Et dans les salles, évidemment. Ouais.
Et tu veux dire un mot sur IT Project ou en ce moment c'est compliqué? Ouais, c'est pas un projet auquel j'ai renoncé, donc ce projet de festival en Haïti, mais pour l'instant il est à l'arrêt parce que la situation en Haïti ne permet pas d'envisager quoi que ce soit. Mais c'est un projet qui est toujours extrêmement important pour moi et que je compte bien poursuivre au cours des prochaines années. D'accord. Mais écoute, Célimène, vraiment un immense merci de ton temps. Merci de nous avoir partagé ton quotidien et j'allais dire tes trucs, ou en tout cas la manière dont tu exerces ton ascèse pour arriver au niveau de performance qui est le tien. Merci infiniment et à bientôt, merci. À bientôt.